Bienvenue sur La Brèche, un podcast dédié à la philosophie féministe. Je suis Anna Felpin. Et je suis Carla Michel. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre 3e épisode consacré au lien entre phénoménologie et féminisme. La phénoménologie, c'est ce courant majeur de la philosophie contemporaine qui a remis le corps au centre de la pensée. Le corps, justement, c'est l'un des enjeux fondamentaux des luttes féministes. Alors quoi de plus naturel, a priori, que la rencontre qui s'est opérée entre la phénoménologie et le féminisme. Ainsi, la phénoménologie dite féministe s'intéresse aux expériences vécues des corps qui sont perçus comme féminins, tels que la puberté, la grossesse ou encore les règles. Mais n'encourt-on pas le risque de réduire les femmes à un corps prétendument féminin ? Comment ne pas tomber dans le piège de l'essentialisation ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Camille Froide-Vaumétry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe féministe. Vos travaux portent sur des thématiques liées au corps des femmes et des minorités de genre dans une perspective phénoménologique. Parmi vos publications, on peut citer Un corps à soi, qui a été publié en 2021 aux éditions du Seuil, ou encore Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, disponible aux éditions Stock depuis 2023 et récemment réédité en format poche aux éditions Point. Camille Froide-Vaumétry, donc vous venez de faire paraître au Seuil également un autre ouvrage, en septembre dernier, Théorie féministe, qui est un ouvrage collectif dont vous avez assuré la direction. Pour n'en citer que 2 parmi les 130 articles, et c'est énorme, qui composent l'ouvrage, on retrouve notamment Mara Montanaro sur le travail reproductif, par exemple, ou encore Odélia Charby sur la philosophie du viol. Je les cite parce qu'on les avait reçus pour nos 2 premiers épisodes du podcast. Est-ce que penser en féministe, c'est le point commun des articles que vous avez rassemblés dans cet ouvrage ? Oui, l'ouvrage s'intitule Théorie féministe et il s'agit en effet de parcourir l'entièreté des pensées féministes avec cette particularité que celles-ci ne sont pas immédiatement et le plus communément issues de personnes que l'on peut qualifier de philosophes. C'est bien le propre justement des pensées féministes que de venir de là où les femmes ont commencé de penser, par en bas, là où elles étaient assignées, dans les cuisines, dans les ateliers, dans les champs de coton. C'est quelque chose que j'ai tenu à faire paraître de façon la plus claire possible dans l'ouvrage, en consacrant notamment quelques textes à l'épistémologie de la pensée féministe et en montrant notamment comment c'était à partir de soi, à partir de l'expérience vécue, que les féministes commençaient de penser la condition des femmes d'abord, puis la condition de toutes les personnes que j'appelle moi féminisées, on peut dire aussi sexisées, mais je préfère, moi, féminiser. Je veux dire par ce terme que ce sont des personnes que l'on réduit à l'une des caractéristiques de leur corps, la couleur de leur peau, leur situation de validité ou de handicap, leur âge. Et donc, on trouve sous ce vocable de personnes féminisées toutes les personnes que l'on enferme en fait dans une condition corporelle et que l'on discrimine ou que l'on opprime au nom de ces spécificités corporelles. Et donc, la pensée en féminisme, c'est d'abord peut-être penser à partir de soi, mais c'est aussi penser ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à ce que la figure du cercle figure sur la couverture, pour témoigner de ce que la démarche de philosophie féministe est une démarche collective et circulaire, horizontale, qui tranche en fait avec la tradition philosophique d'une pensée qui tombe d'en haut et qui est produite par un individu, un homme généralement, qui pense de là où il se trouve, c'est-à-dire au-dessus du monde, les réalités de ce monde sans les connaître et surtout sans les éprouver. D'ailleurs, des réalités qui sont considérées comme plus dignes que certaines. On peut aussi parler des objets choisis dans cet ouvrage collectif. En effet, l'autre caractéristique des pensées féministes, outre leur dimension horizontale et circulaire, c'est de se saisir d'objets qui ont été jusque-là philosophiquement indignes, qui ont été déconsidérés pour leur trop grande trivialité. Et l'on trouve évidemment tous les sujets comme toutes les questions liées au corps, quel qu'il soit, mais aussi à la question du vivant plus largement, mais aussi à la question de la vie quotidienne, de la vie domestique. Bref, tout ce que l'on pouvait considérer jusque-là comme de l'ordre de l'intime. Et il y a donc du coup dans la démarche féministe de se saisir de ces objets de pensée pour les élever en quelque sorte à la dignité philosophique, quelque chose qui concourt en même temps à les ériger en objets politiques. Penser l'infime, penser l'intime, c'est aussi politiser l'intime et l'infime. Eh bien, merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry pour ces éclaircissements et ces rappels, puisque ces thèmes ont été en partie abordés dans le premier épisode de notre podcast, qui s'intitule « Comment devient-on philosophe féministe ?» Nous avions reçu Michel Ledeuf et Odélia Charby. Un des articles de ce même ouvrage Théorie féministe est consacré aux phénoménologies dites féministes. Il faut qu'on prenne bien le temps de définir ces termes. D'abord, qu'est-ce que la phénoménologie ? On peut revenir sur ce terme-là et sur la raison pour laquelle vous accolez le terme féministe au terme phénoménologie, puisqu'en introduction, et c'est peut-être un peu rapide, j'ai dit que cette rencontre semblait assez naturelle. Est-ce que c'est vraiment le cas ou non ? Pas vraiment en réalité. Alors voilà comment ça s'est passé. La phénoménologie, c'est ce courant de la philosophie occidentale qui se développe dans la première moitié du XXe siècle,
en Allemagne avec Edmund Husserl et en France notamment avec Maurice Merleau-Ponty. C'est un courant de pensée qui rompt avec une longue tradition philosophique, celle du dualisme corps-esprit, et qui fait cette proposition qui peut paraître de l'ordre d'une évidence aujourd'hui, mais qui, dans une perspective de philosophie, ne l'était pas du tout, à savoir que nos existences en tant que subjectivité, en tant que sujet, sont indissociables de nos existences en tant qu'elles sont incarnées, et que corporéité et subjectivité ne sont qu'une seule et même chose. Cela signifie notamment que non seulement nous sommes des sujets incarnés pour ce qui regarde notre relation à nous-mêmes et aux autres, mais que nos corps sujets sont aussi le lieu par lequel nous saisissons les objets du monde, par lequel nous avons accès au sens des choses. C'est ce que montre notamment Merleau-Ponty, c'est-à-dire que nous ne pouvons penser le monde, nous ne pouvons penser les phénomènes du monde que à partir de cet endroit où nous pensons qui est notre corps sujet. Or, et c'est là que ça devient plus compliqué du point de vue du féminisme, il se trouve, curieusement, mais peut-être pas si curieusement que ça, que ni Husserl ni Merleau-Ponty n'évoquent ce corps-sujet au prisme de la sexuation. C'est un corps-sujet générique, mais en fait c'est un corps-sujet masculin, qui est celui des philosophes qui le pensent, bien sûr, et on doit précisément à Simone de Beauvoir, qui est non seulement une contemporaine, mais qui est aussi une amie de Maurice Merleau-Ponty, d'avoir mis en évidence cette espèce de point aveugle de la phénoménologie des père fondateur, qui est que le corps phénoménologique était jusque-là un corps non sexué. Elle pose ce postulat que si les individus sont tous en quelque sorte destinés à investir le monde librement et à s'y projeter avec toute la force de leur subjectivité et de leur agentivité, il se trouve une catégorie d'individus qui, très vite, très précocement, s'avère privés de cette destinée de liberté qui est, selon Merleau-Ponty, consubstantielle de toute existence. Et ces individus privés de liberté, ce sont les femmes, dit-elle, puisque dès la puberté, on leur apprend à devenir ce qu'elles doivent devenir dans un système patriarcal, c'est-à-dire des corps-objets, voués à notamment accomplir leurs deux principales fonctions corporelles, que sont les fonctions sexuelles et maternelles. C'est donc Simone de Beauvoir qui va ajouter en quelque sorte la perspective proprement féministe à la phénoménologie, avec cette petite précision que, à l'époque, Beauvoir elle-même ne se définit pas comme féministe. Le deuxième sexe date de 1949. À aucun moment elle n'utilise cet adjectif et même elle aura plutôt tendance à le tenir à distance. Ce n'est que dans le moment de la redécouverte du deuxième sexe dans les années 70, quand l'ouvrage devient quasi une bible des mouvements de libération, qu'elle va d'abord les rejoindre sur le terrain de la lutte et endosser à ce moment-là et assumer aussi ce qualificatif de féministe. Mais là où elle est à l'origine de beaucoup de choses, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement dans mon propre travail, c'est que en faisant cette réflexion de ce que les corps phénoménologiques ne sont pas tous les mêmes et qu'il y a des corps sexués féminins dont le destin est bien différent de celui des corps sexués masculins, eh bien elle inaugure de façon assez magistrale la phénoménologie féministe. Et c'est un travail qui sera poursuivi par l'une des représentantes de ce courant phénoménologique, la penseuse états-unienne Iris Marion Young, que vous connaissez très bien, Camille Froide-Beaumétrie. Mais ici, en France, elle est mal connue et notamment peu traduite. Est-ce que vous pouvez en quelques mots la présenter? Qui était-elle, Iris Marion Young? Alors, Iris Marion Young était une philosophe sociale, politique et féministe qui a fait à peu près toute sa carrière à l'université de Chicago. Elle est décédée prématurément de maladie en 2006. Elle avait une 50aine d'années. Son œuvre est assez protéiforme. Elle a abordé beaucoup de thématiques. Alors, elle a toute une série de textes dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure autour des questions de phénoménologie féministe, précisément. Mais elle a beaucoup travaillé sur les questions de justice sociale, sur les questions de multiculturalisme. Elle a beaucoup travaillé sur la démocratie délibérative, précisément. Et c'est selon moi, une grande figure de la philosophie politique et aussi de la philosophie féministe, très mal connue, puisque du fait de sa mort prématurée, son œuvre s'est interrompue. Et du coup, pour ce qui regarde la traduction, alors je précise qu'elle est traduite dans bien des langues, mais effectivement, curieusement, pas encore en français, même si depuis quelques années, il y a un mouvement très net de redécouverte de cette philosophe, grâce à des colloques qui ont été organisés à la Sorbonne notamment. Marie Garot, la philosophe Marie Garot, fait un gros travail de ce point de vue-là, avec des ouvrages qui ont découlé de ces colloques qui permettent de la connaître un petit peu mieux aujourd'hui. Et c'est une philosophe qui puise directement dans cette tradition phénoménologique française de Merleau-Ponty à Simone de Beauvoir. Alors, elle part plus exactement de Simone de Beauvoir. Ouais. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'elle a d'abord une première lecture de Beauvoir qui ne la convainc pas beaucoup, où elle trouve trop d'éléments, disons, essentialisants pour faire court dans la pensée beauvoirienne. Et puis, elle va la relire et elle va surtout faire un travail formidable d'articulation des propositions beauvoiriennes avec les principaux postulats des études de genre et des études queer qui naissent aux États-Unis à la fin du XXe siècle. Ce qu'elle emprunte à
Beauvoir, c'est cette proposition qui consiste à tenir ensemble, d'un côté, tous les mécanismes par lesquels les femmes continuent d'être assignées à leur fonction corporelle. C'est ce que fait Beauvoir dans le Deuxième sexe. Elle met au jour, en partant de la petite fille jusqu'au grand âge, elle révèle comment, à chacun des âges de la vie, les femmes sont sans cesse ramenées et réduites à leur corps dans ses fonctions les plus concrètes, si je puis dire. Donc ça, c'est le versant, on pourrait dire, négatif. Comment révéler, pour les dénoncer, les rouages de la mécanique patriarcale d'objectivation et d'aliénation des corps des femmes. Mais, et c'est un aspect de Beauvoir qui est beaucoup moins connu, et de fait, elle l'a beaucoup moins développé aussi, cette dénonciation va de pair avec aussi la proposition de repenser ces mêmes dimensions corporelles de la vie des femmes, et dans une perspective féministe, d'émancipation, de réappropriation et de libération. Et c'est ce second volet dont Iris Marion va se saisir pour le déployer beaucoup plus que ne l'avait fait Beauvoir, et qu'elle va nourrir justement des apports des études de genre. Et un des livres majeurs justement d'Iris Marion Young, c'est On Female Body Experience, qu'on pourrait traduire par de l'expérience du corps féminin, j'imagine. Oui. Qui rassemble des textes donc, qui ont été écrits entre 1980 et 2005 sur des sujets aussi variés que la grossesse, les seins, les règles ou encore la manière qu'ont les femmes de se mouvoir, de se déplacer. Et donc on va écouter justement un extrait de Lancer comme une fille qui est le seul texte traduit de ce recueil. J'ai souvent ralenti mon groupe de randonneurs. Les hommes franchissaient un petit ruisseau d'un bond, quand je restais sur le bord, testant timidement mes points d'appui sur les pierres en me tenant aux branches au-dessus de moi. Les autres avaient beau avoir traversé le ruisseau facilement, je n'arrivais pas à croire que pour moi, cela serait facile. Pourtant, lorsque je me lançais, je sautais l'obstacle en un clin d'œil. Je crois que cette hésitation provient d'une peur de se blesser, une peur qui est plus grande chez les femmes que chez les hommes. Nous divisons trop souvent notre attention entre le projet à réaliser par le mouvement et le corps qui doit l'accomplir, tout en se protégeant des risques de blessure. Les femmes éprouvent leur corps comme un fardeau fragile, plutôt que comme le moyen d'accomplir leur projet. Plutôt que de diriger notre attention vers ce que nous souhaitons accomplir à travers nos corps, nous nous sentons obligés de diriger notre attention vers notre corps, pour nous assurer qu'il fait bien ce que nous voulons qu'il fasse. Donc c'était un extrait du chapitre « Lancer comme une fille », une phénoménologie de la motilité, de la spatialité et du comportement corporel féminin. C'est ainsi qu'il est traduit. Déjà, peut-être qu'on peut revenir sur ce titre et peut-être sur la présentation très rapide de ce texte d'Iris Marion Young. Oui, c'est un de ses textes les plus connus, dans lequel elle commence par relater la façon très différente dont les garçons et les filles lancent une balle. Elle montre que chez les filles, le corps est quasi immobile et qu'aucune des potentialités de la spatialité ou de la latéralité du corps n'est utilisée, et que les filles se contentent de bouger leurs bras pour lancer la balle quasiment juste devant elles, ce qui aboutit généralement à un pauvre petit jet qui fait rouler la balle à leurs pieds, alors que les garçons, eux, investissent toutes les potentialités de leur corps. Ils peuvent par exemple prendre leur élan, mais surtout c'est leur corps tout entier qui se met en mouvement dans le lancer, avec toute une forme d'élan qui aboutit à un lancer de balles lointain et très fort. Et donc, observant cette différence dans le lancer de ballons des filles et des garçons, Iris Marion Young s'attache à décrire comment, en fait, on apprend aux filles à se contenter, en quelque sorte, d'une forme de corporéité très limitée, et comment on les empêche aussi d'investir l'espace, et c'est-à-dire aussi d'investir le monde. Elle a de jolies formules où elle explique que le corps des filles est comme empêtré d'immanence, et qu'il n'explore pas, qu'il ne se projette pas dans la capacité, dans la possibilité de produire, en fait, des mouvements qui seraient des mouvements puissants et surtout des mouvements de projection dans le monde. L'extrait que vous avez choisi est très parlant de ce point de vue-là. Cette timidité d'Iris Marion Young, ou cette retenue face à ce petit ruisseau qu'elle doit traverser, c'est quelque chose qui témoigne de la façon dont elle a intériorisé des normes comportementales qui interdisent en fait aux femmes de se concevoir comme des corps agissants, comme des corps puissants, et donc aussi comme des sujets agissants et des sujets puissants. Et elle a cette phrase aussi qui est assez forte. Les femmes éprouvent leur corps comme un fardeau fragile. Donc cette phrase, elle renvoie à l'idée que le corps féminin est vécu comme, elle y revient à un autre moment dans le texte, mais comme une transcendance ambiguë. C'est une expression un peu, peut-être qu'on peut un peu expliquer, et qui, je crois, fait partie des trois modalités qu'elle soulève dans la motilité féminine et donc dans l'existence féminine. La transcendance ambiguë, l'intentionnalité inhibée et l'unité discontinue. Donc c'est un peu trois modes d'être au monde, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut revenir peut-être
peut-être sur ces 3 modes d'existence. Oui, alors c'est pas des modes d'existence, c'est des expressions qui lui permettent de caractériser ce que devient le corps des filles quand il est tout pétri en fait des injonctions et des interdits qui pèsent sur lui. Donc l'idée de la transcendance ambiguë renvoie précisément à ce que je disais à propos de cette expression que j'aime beaucoup d'un corps empêtré d'immanence. Le corps a une transcendance parce que dans la perspective phénoménologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le corps qui se projette dans le monde, qui s'accomplit comme une transcendance, c'est-à-dire qui dépasse en fait les contingences de l'existence matérielle pour se lancer dans ses projets et dans l'action. Mais elle est ambiguë, cette transcendance, parce qu'elle reste limitée et contrainte, elle reste même, dit Jung, confinée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'élan, mais en même temps qui est sans cesse confronté à une retenue et une timidité corporelle intériorisée. La question de l'intentionnalité inhibée renvoie justement à l'incapacité qu'ont parfois les femmes à s'imaginer qu'elles peuvent simplement effectuer quelque chose. Elle explique qu'il y a dans la tête des femmes toujours un « je ne peux pas » qui suit immédiatement le « je peux ». Je peux ou je veux faire ceci et immédiatement non, je ne peux pas. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a cette forme c'est une intention qui est sans cesse inhibée. Et enfin, l'unité discontinue renvoie chez elle à une conception de l'espace spécifiquement féminine qui sépare un espace de l'ici autour du corps, de son propre corps, et un espace du là-bas dans lequel s'accomplissent les projets et les actions, mais qui paraît, par sa distance et par la séparation séparant l'ici du là-bas, qui paraît en fait inatteignable. Et donc, les femmes ont tendance à imaginer que là-bas, des actions et des choses se font auxquelles elles ne peuvent pas prendre part parce que leur place, c'est ici. Et il y a cette question cruciale de ce que produit finalement la socialisation corporelle des filles et des femmes en termes d'inhibition, de timidité et d'empêchement, qui est que tout ça concourt à maintenir les femmes à leur place, c'est-à-dire à la maison, immobiles, silencieuses, passives. Cette question de la passivité qui est comme ce qu'on apprend aux filles à rester tranquilles, gentilles, passives, et qui les prive en fait de leur condition même de sujet agissant et libre. Oui, parce que derrière le fardeau fragile, il y a aussi l'idée que les femmes ne peuvent pas se défendre en cas d'agression, elles sont aussi limitées par ce qu'elles projettent de ce qui pourrait leur arriver, précisément parce que leur corps est fragile, qu'il est... Oui. C'est exactement ça. Le fardeau fragile, c'est un fardeau parce que finalement, ce corps qui s'empêche sans cesse, c'est pesant. C'est en fait quelque chose qui vient empêcher, qui vient contraindre. Et donc, c'est quelque chose qui est lourd à assumer. Et il est fragile parce qu'en même temps, en effet, parmi les mécanismes qui entretiennent et qui nourrissent cette inhibition, il y a cette conscience très aiguë chez les femmes de ce que leur corps reste toujours un objet d'appropriation. Et Jung a des phrases très, très fines qui ont été beaucoup reprises et sont forcément d'ailleurs qu'elles soient associées, mais c'est une idée qui nous est très commune aujourd'hui, mais cette idée du regard permanent qui est porté sur les femmes et qui ne cesse de les évaluer, ce regard masculin intériorisé, et qui est aussi un des leviers de cette espèce d'attention très aiguë que les femmes ont de leur corps, notamment de leur apparence. Donc ça a plein de conséquences sur lesquelles on va revenir maintenant. Oui, parce que là, on vient de parler du corps féminin, pensé comme un objet, un corps-objet, scruté, limité, empêtré dans l'immanence. Et pourtant, Iris Marion Young s'attache aussi à décrire le corps féminin comme un lieu d'émancipation. Pour illustrer cette dimension, on va écouter un extrait tiré d'un autre chapitre de son livre, qui s'intitule cette fois « Women Recovering Our Clothes », pour traduire par « Les femmes se réapproprient leurs vêtements », un texte de 1988. Je ne peux pas le nier, par mes vêtements, je recherche l'approbation d'un regard masculin transcendant. En m'habillant, je cherche à me transformer en un objet fascinant, qui soumettra le désir de l'homme et son identité. Lorsque je feuillette des magazines et des catalogues, je prends plaisir à m'imaginer parfaite, belle et sexy pour ce regard masculin absent ou reflété dans le miroir. Je prends plaisir à regarder ces images de corps féminins vêtus, mon propre regard occupant la position du regard masculin, puisque je suis moi-même un sujet. Je ne le nierai pas, mais cela laisse un sentiment de vide en moi. Si je m'en tenais là, alors je devrais admettre qu'il n'y a pas de subjectivité hors du regard masculin, que le plaisir que me donnent les vêtements n'est pas un plaisir spécifiquement féminin. Mais je me souviens des heures que Suzanne et moi avons passées à jouer avec des poupées de papier, à découper, dessiner, colorer, échanger leurs vêtements, à les ranger dans des boîtes à chaussures. On discutait de ces vêtements, on habillait nos poupées en fonction de leurs activités, aller au travail, partir en vacances, se rendre visite ou faire les magasins. Certes, elles avaient aussi des rendez-vous amoureux, mais je ne me souviens d'aucun homme en poupée de papier. Je me souviens avoir joué aux poupées de papier avec Suzanne, et je tiens à lui rester fidèle. Au début de ce même chapitre, donc Women Recovering Our Clothes, Iris Marion Young écrit « La question féministe est la suivante. Qui imagine ces images et leur signification ? Ma question est, donc la question d'Iris Marion Young, comment décrire le plaisir qu'une femme éprouve à porter des vêtements ?»
Donc quand elle dit qui imagine ces images, c'est dans les années 80, les images qui viennent des magazines, du cinéma. Aujourd'hui, ça pourrait être complété par les réseaux sociaux. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Iris Marion-Young fait-elle tenir ensemble ces deux idées qui apparemment sont contradictoires. D'un côté, que l'apparence est conditionnée par le regard masculin, qu'on appelle aussi le male gaze, mais qu'elle est aussi le lieu d'une émancipation possible. Oui, c'est typiquement un exemple je trouve, de la fécondité et de la force de la pensée de Jung. C'est-à-dire qu'elle tient sans jamais lâcher cette position féministe de révéler, de dénoncer tous les mécanismes d'objectivation, et ici par le regard masculin. Mais par ailleurs, elle creuse et elle cherche des options, des alternatives pour penser le même sujet, le même lieu d'objectivation, mais comme un lieu de libération possible. Et là, avec le vêtement, c'est tout à fait intéressant. Elle creuse la question du plaisir. Elle fait quelque chose qu'on fait rarement, c'est-à-dire partir de la subjectivité des femmes et leur faire le crédit d'abord de la réflexivité. Les femmes savent ce qu'elles font, elles réfléchissent leur propre existence. Et puis si elles font des choses, c'est peut-être aussi qu'elles y trouvent du plaisir. Et elle met en évidence spécifiquement pour le vêtement 3 types de plaisirs qui sont comblés en quelque sorte. D'abord, ce qu'elle appelle touch, c'est-à-dire le plaisir sensuel du vêtement, le plaisir qu'on peut avoir à porter un pull très doux ou une jupe très fluide et très douce. Et elle dit que quand une femme s'habille, elle peut trouver une forme de satisfaction dans ce plaisir sensuel des vêtements et des tissus sur elle. Le deuxième type de plaisir qu'elle évoque, c'est bound, le lien, le plaisir affectif, parce que les vêtements, ce sont aussi des objets qui font le lien entre les femmes. Le plaisir que peuvent avoir les femmes à aller faire du shopping ensemble, le plaisir qu'elles ont à se prêter des vêtements, le plaisir qu'elles ont à discuter de vêtements, le plaisir, il suffit de regarder des jeunes filles qui s'habillent avant une soirée pour voir ce plaisir en acte. Et c'est même au-delà du plaisir, presque parfois de la joie, le plaisir de se vêtir, de se parler de la façon dont on s'habille, de s'échanger ou de se prêter des vêtements. Il y a quelque chose de très positif et de très joyeux dans cela. Et puis le troisième type de plaisir, c'est fantasy, c'est le plaisir de l'imagination. Elle explique comment, par exemple, en regardant des images de mode dans les magazines, aujourd'hui en effet sur les réseaux, on peut trouver plaisir à se projeter dans des personnages, dans des apparences dans lesquelles on se serait jamais vu, mais il y a comme un petit travail de l'imagination qui se laisse emporter par des images. Alors, on sait très bien que ces tenues, d'abord, elles sont inabordables et qu'on ne se les offrira jamais, mais on peut avoir du plaisir à se projeter quelques instants dans telle tenue que l'on trouve merveilleuse, ou tout simplement à admirer aussi la beauté de ces vêtements. Et alors moi, ça a été une lecture vraiment importante dans ma propre réflexion, parce que c'est un des sujets par lesquels je suis entrée en fait dans ces réflexions de phénoménologie féministe. Je trouvais curieux en effet que l'on réduise dans une perspective féministe le soin et le souci qu'ont les femmes de leur apparence à une simple soumission aux diktats patriarcaux. Je trouvais que dans ma propre expérience vécue, c'est pas ce que j'éprouvais, qu'il y avait quelque chose d'autre qui se nouait là. Et alors j'ai trouvé chez un autre philosophe phénoménologue, le philosophe belge Jacques De Witt, j'ai trouvé une analyse qui m'a vraiment permis de creuser et de réinterpréter de façon plus positive donc le souci esthétique. De Witt part de la question d'abord du monde animal et du lien entre être et paraître pour mettre en avant cette chose que dans le vivant, être et apparaître ne sont qu'une seule et même chose. Et qu'il y a une forme de nécessité chez tout être vivant, puisqu'il part des animaux, de se donner à voir sous des formes magnifiques, parfois même presque exubérantes, et que cette donation de l'apparence, elle a quelque chose à voir avec l'être même de ces êtres vivants. Une fois ce lien quasi indissoluble entre être et apparaître montré, il travaille la question de l'ornement en partant de l'exemple de l'architecture et d'un bâtiment que l'on vient orner en lui ajoutant des colonnes, des sculptures, etc. Et là, vraiment, cette réflexion m'a paru lumineuse et pouvoir faire surtout le pont avec l'ornement qui est celui des femmes quand elles se maquillent ou quand elles s'habillent. De Witt explique que lorsque l'on orne un bâtiment, ce n'est pas pour dissimuler quelque chose qui serait laid, mais tout au contraire, pour augmenter quelque chose qui est déjà beau. Et donc il parle d'une augmentation de l'être qui est dans ce geste d'orner, et qu'il y a donc une logique qui dote la chose qui est ornée d'une forme de dignité. On ne peut orner que ce qui est digne d'être orné, c'est-à-dire aussi, dit-il, digne d'être aimé. Et donc j'ai trouvé dans cette explication de l'ornement en architecture vraiment quelque chose qui expliquait de façon très lumineuse la démarche d'ornement qui est celle du souci esthétique ou du soin que les femmes prennent de leur apparence. Quand une femme fait ses efforts chaque matin devant son miroir, de choisir les traits par lesquels elle va s'orner, de se maquiller un peu, beaucoup, pas du tout, de s'habiller de telle ou telle façon, de se coiffer de telle ou telle façon, elle le fait dans une recherche qui est précisément d'ajouter à ce qu'elle est déjà un être digne d'être orné, digne d'être aimé, quelque chose qui va augmenter cet être qui est déjà beau. Et elle le fait aussi dans une recherche, et ça c'est ce que j'ajoute moi à
à la proposition de Witt, elle le fait aussi parce qu'elle est dans la recherche d'une forme d'adéquation à elle-même qui passe par l'apparaître. Ce que je trouve très intéressant, et ça c'est la phénoménologie bien sûr qui me l'a appris, c'est que comment concevoir que l'on puisse être au monde et à soi-même autrement que dans nos corps. Nous sommes des sujets, des corps sujets, toujours nécessairement incarnés. Donc nous avons à faire quelque chose de cette incarnation. Nous ne pouvons pas l'oublier, nous ne pouvons pas la nier, quoique certains y arrivent très bien, je pense plutôt aux hommes, mais nous avons, quoi qu'il en soit, quelque chose à en faire, et que dans le souci que chacune prend de son apparence, il y a ce que j'ai appelé un projet de coïncidence à soi. Nous cherchons chaque matin, en fonction de ce que nous sommes, de notre état d'esprit à ce moment-là, de l'âge que nous avons alors, des choses que nous avons à faire durant la journée qui va suivre, etc. Mais à chaque fois, nous venons nous situer à un endroit qui est celui qui est en quelque sorte le plus adéquat à celle que nous sommes à ce moment-là. Donc ça implique une grande variabilité, j'allais dire d'ornement, c'est-à-dire que les choix esthétiques que nous faisons, ils sont variables à l'infini, donc ils ne sont pas des carcans, puisque nous pouvons choisir de les adopter ou au contraire de les rejeter. Pour ce qui est des dictates esthétiques, je dis aussi, je tiens à le dire, que je reviens à cette idée de réflexivité. C'est-à-dire que nous savons très bien toutes et toutes qui nous sommes et comment nous paraissons. Nous savons très bien que les idéaux qui nous sont bombardés sont pour la plupart inatteignables. Nous faisons avec, en les rejetant, en les adaptant, en nous les réappropriant. Et quoi qu'il en soit, il y a une démarche proprement subjective qui consiste à faire nôtres ces normes esthétiques et à inventer en quelque sorte chaque jour, à réinventer notre propre apparence pour qu'elle soit la plus adéquate possible à la personne que nous sommes. Parfois, ça peut être aussi très douloureux, cette expérience de s'ornementer le matin, avoir du mal à trouver le vêtement qui sera adéquat avec le reste de la tenue, rater le coup de mascara, donc on se démaquille, on recommence. Ça peut être aussi laborieux. Je trouve pas ça très évident de savoir quand est-ce qu'on est en adéquation avec le projet qu'on a de soi-même, qu'est-ce qui relève de notre désir, quand est-ce qu'on n'est pas en train de s'approprier parfois s'en rendre compte, le désir de quelqu'un d'autre, notamment des hommes ou d'une autre femme. Bien sûr, alors bien sûr que ça peut être douloureux et spécifiquement quand on est assez loin des normes dominantes. Je pense au cas des personnes grosses ou des personnes handicapées. Là, il ne s'agit pas juste de rater un trait de mascara, c'est vraiment quelque chose qui paraît de l'ordre de l'impossible de souscrire à des normes dont on est très 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 loin et dont on sait que peut-être on ne pourra jamais même ne serait-ce que s'en approcher. En fait, c'est tout le propos d'une démarche féministe sur ces questions. C'est d'essayer de transformer les représentations que les femmes ont d'elles-mêmes en essayant de diffuser en quelque sorte cette idée que nous avons le droit, en quelque sorte, la liberté de faire de ces normes ce que nous voulons. Nous avons la liberté éventuellement de les refuser et nous avons aussi à trouver un endroit. Quand je parle de coïncidence à soi, c'est pas c'est pas chercher ou donner à voir quelque chose que nous connaissons, que nous savons et que nous voulons mettre en quelque sorte en scène et en image. C'est, je crois que la démarche même de la quête. Alors moi, je préfère parler d'attention corporelle que de souci esthétique, parce que du coup, c'est pas une question d'esthétique, mais c'est vraiment une question d'attention à notre corporéité en tant qu'elle se donne à voir. Comme je le disais, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Nous avons chaque jour à nous donner à voir, et donc tout le propos dans une démarche féministe, c'est de dire comment réussir, et notamment auprès des plus jeunes filles, à diffuser cette idée que, quel que soit leur choix, et quel que soit aussi le corps sujet qu'elles sont, ce qu'elles donnent à voir est non seulement légitime, mais j'allais dire aussi est beau. C'est un peu ce qui m'a animée quand j'ai fait mon enquête auprès d'une quarantaine de filles et de femmes pour mon livre sur les seins. J'ai mené des entretiens, forme de récit de soi autour de la question des seins, mais j'ai aussi demandé à ces filles et à ces femmes, si elles acceptaient, et elles l'ont fait, que je fasse le portrait de leurs seins. Donc je faisais un cadrage entre le cou et le nombril. Et l'idée, je faisais 2 portraits, un portrait un peu de 3/4 pour voir les seins à la fois un peu de face et un peu de profil, et puis un portrait lors duquel je leur demandais, je les prévenais pas à l'avance, de faire entrer leurs mains dans le cadre, entre le cou et le nombril. Et là, j'ai eu à peu près 40 propositions différentes, parce que, pour moi, les mains, c'était à la fois faire entrer l'âge, parce qu'il y a des bustes et des seins de femmes auxquels on pourrait donner 30, 40, 50 ans. Mais en revanche, les mains, c'est quelque chose qui trompe moins. Mais c'est aussi faire entrer la personnalité et le sujet dans cette proposition. Et justement, si j'ai tenu à faire ça, c'était d'ailleurs, en empruntant une image de Jung qui dit que pour elle, les seins sont comme des visages, aussi divers et aussi changeants, mais ça veut dire aussi qu'ils expriment quelque chose de la personnalité et de l'identité de la personne. Et donc, donner à voir tous ces seins si différents, c'était aussi de révéler leur infinie pluralité et donc leur beauté.
sauter à tous. C'est-à-dire que la norme, sur la couverture du livre, il y a le sein idéal, la demi-pomme, qui est la norme imposée, mais qui est une norme qui correspond à un sein pubère. Et encore, toutes les adolescentes n'ont pas cette demi-pomme ronde qui tient toute seule. Alors, elle est sur la couverture et c'était pas mon choix. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un sein beaucoup plus commun et beaucoup moins idéal, justement. Mais ça me permet aussi de le dire que, justement, il n'y a pas d'idéal, ni de sein, ni d'un quelconque corps, ni d'un quelconque visage, et qu'un travail féministe sur l'image et les représentations de nos corps, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'ouverture maximale des possibles, de la représentation de soi, et de la légitimation maximale, et donc d'où cette attention qu'ont les féministes à donner à voir, en fait, les corps, tous les corps. Et peut-être aussi pour revenir sur le texte de Iris Marion Young, elle dit à un moment que c'est un plaisir spécifiquement féminin. Cette attention à s'habiller, à l'apparence. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire qu'il y a un risque d'essentialisation, ou en tout cas qu'on pourrait lire ce texte comme une espèce de partition entre d'un côté les femmes qui prennent plaisir à s'habiller et de l'autre les hommes qui s'y intéressent moins, et donc de rejouer en quelque sorte une binarité de genre justement que le projet féministe s'attache à déconstruire? Oui, alors précisément, si elle dit ça, c'est justement pour rappeler, parce qu'elle n'est pas, évidemment, sans le savoir, que si les femmes sont spécifiquement attachées à leur apparence et ont ce souci particulier de leurs vêtements notamment, c'est parce qu'elles ont été construites comme des corps-objets par des siècles d'injonctions patriarcales. Donc nous héritons de cette objectivation. Et donc de fait, le souci esthétique, il ne vient pas de nulle part, il a été directement produit par cet enfermement des femmes dans leur corps, objet, et donc dans un corps devant toujours paraître le plus désirable possible. Mais précisément, en partant de là, elle essaye de montrer comment on peut s'extirper de ce carcan d'objectivation pour faire de ce corps et de ces ornements quelque chose qui participe de la construction de soi et qui participe de la libération aussi de soi. Mais la question que vous soulevez de l'essentialisation, elle est vraiment cruciale parce que je considère que précisément Young, elle parvient à dépasser en quelque sorte et à contourner l'ornière essentialiste. Et dans mon propre travail, ça a été quelque chose de très important. Mon premier livre s'est intitulé La révolution du féminin. C'était pas mon choix. C'est le choix de l'éditeur. Moi, je voulais l'intituler L'être humaine. Et je crois que sa réception aurait été bien différente s'il avait eu ce titre que je souhaitais, parce que cet adjectif féminin m'a valu justement beaucoup de soupçons, si ce n'est d'attaques, sur le mode d'une proposition très essentialisante, puisque dans la révolution du féminin, c'est là que je commence de développer cette idée de l'attention corporelle comme un projet de coïncidence à soi. C'est aussi là que je commence d'explorer la question de la maternité, puisque c'est par la maternité que j'ai commencé de réfléchir ces sujets corporels dans une perspective féministe, et que de mettre le mot féminin en couverture, évidemment tout de suite, ça posait la question de ce que je mettais sous ce mot. Ces débats m'ont permis de continuer de réfléchir ce sujet. Et dans Un corps à soi, je propose une définition de ce mot féminin qui est une définition qui permet justement de le mobiliser sans qu'il renvoie et sans que l'on l'associe immédiatement à la question d'un corps féminin qui serait comme une essence féminine. Je définis le féminin comme un rapport à soi, aux autres et au monde qui est nécessairement incarné et qui est de ce fait déterminé par lui, par ce corps. Un rapport à soi, aux autres et au monde nécessairement incarné, le mot important c'est nécessairement, ça renvoie à cette idée que le sort des femmes en régime patriarcal, c'est d'être précisément assignées à leur corps. Et elles ne peuvent pas être autre chose que d'abord un corps. Et même, pendant longtemps, elles n'ont été que cela, que des corps. Le projet féministe, c'est de faire en sorte que les femmes soient des corps sujets et que donc elles transforment cette nécessaire incarnation en quelque chose qui se pense dans les termes de l'émancipation et de la libération. Et puis l'autre élément important, c'est que ce rapport nécessairement incarné à soi, aux autres et au monde, il détermine nos existences, c'est-à-dire qu'il est indissociable d'un faisceau de discrimination et de violence propre et intimement lié justement à ce fait que nous sommes nos corps sexués féminins. Ce qui signifie notamment un point très important, qui est que si le féminin, c'est un rapport au monde déterminé par notre incarnation et indissociable de discrimination et de violence, on conçoit bien que ce féminin renvoie tant aux femmes cis qu'aux femmes trans et qu'il n'est pas du tout synonyme d'essentialisation, mais au contraire qu'il permet de penser la condition corporelle féminine comme une condition d'objectivation et d'aliénation. Et pour affiner encore la définition, je précise dans Un corps à soi en quoi le féminin se distingue de la féminité. La féminité, c'est bel et bien le projet patriarcal pour les femmes. C'est un espèce de mix d'injonctions, principalement l'injonction à la disponibilité sexuelle, au dévouement maternel et à une forme d'infériorisation sociale. Et c'est un ensemble de dictates qui sont tout ce que le patriarcat veut imposer aux femmes et dont nous essayons de nous extirper.
Pour continuer à parler de ce projet de dégenrage et toutes ces questions très importantes en phénoménologie féministe, on propose maintenant de découvrir un autre de vos objets d'étude, qui est aussi un objet d'étude d'ailleurs de Iris Marion-Young dans On Female Body Experience. On vous avait donné carte blanche en fait pour que vous puissiez parler d'un de vos objets de recherche en particulier. Vous nous avez dit que vous auriez bien aimé parler de la grossesse, qui est peut-être un pensée vraiment majeur dans l'histoire de la philosophie. Est-ce que vous seriez d'accord déjà pour nous lire un extrait justement de votre livre « Un si gros ventre, expérience vécue du corps instinct » dans lequel vous revenez là-dessus? Avec plaisir. Aux yeux du monde comme aux siens propres, la grossesse, c'est le ventre. Ce si gros ventre que l'on porte en avant de soi et qui dit la condition maternelle en devenir. Pendant 9 mois, tout le corps se réordonne autour de son centre. Les yeux le fixent et en guettent les transformations. Les mains se posent sur lui avant même qu'il soit rond, le désignant comme plein. Les jambes s'écartent pour mieux le soutenir. La peau se distend et se colore. Le pubis s'efface pendant que la vulve se prépare à en laisser passer le contenu. Le ventre s'impose et ce n'est pas seulement la silhouette qui change, c'est l'être corporel tout entier qui se trouve modifié, défini par ce processus gestatif auquel toutes les fonctions se trouvent désormais subordonnées. L'expérience vécue du ventre enceint peut être agréable ou pénible, exaltante ou angoissante. Dans tous les cas, elle ne peut être ignorée. C'est intéressant aussi ce livre parce que vous écrivez dans ce livre que c'est aussi le moment de la grossesse qui vous a fait entrer en phénoménologie féministe. Et donc on voudrait un peu revenir là-dessus sur cette entrée par l'expérience, par le regard autobiographique en fait, par d'abord l'expérience vécue, là en l'occurrence de la grossesse, et surtout sur le choix de la démarche phénoménologique qui permet de penser cette expérience particulière du corps qui est, comme vous l'écrivez dans cet extrait, un chamboulement énorme pour le corps. Oui, je crois que plus que mon entrée en phénoménologie, la grossesse a été mon entrée en féminisme en réalité. Je crois d'ailleurs que toutes les personnes entrent en féminisme par leur corps, bien souvent par des expériences désagréables, douloureuses, voire traumatisantes, et qu'il y a quelque chose d'une prise de conscience. Alors la mienne a été assez tardive, puisqu'elle est venue avec ma première grossesse, qui s'est soldée par un arrêt naturel, dont la révélation a été une sorte de choc existentiel, et surtout un choc de constater que ce que je vivais comme vraiment une déflagration intime et une immense douleur socialement a été absolument complètement déconsidéré, invisibilisé et nié. Ce qu'on appelle une fausse couche, généralement. Oui. Et que là, vous avez appelé justement, et c'est important, un arrêt naturel. On dit beaucoup arrêt naturel de grossesse. En tout cas, le mot fausse couche est très imparfait. Il n'y a rien de faux dans un arrêt naturel de grossesse. C'est très vrai. Et en tout cas, quand on le vit, c'est plus que vrai. C'est vraiment, véritable et véritablement bouleversant. Et donc, c'est par là, en fait, constatant à quel point mon corps enceint, qui ne l'était plus, était immédiatement considéré comme une machine ayant dysfonctionné, qu'il fallait immédiatement remettre en marche et lancer vite un autre projet d'enfant. Ça a été un premier choc. Et puis ensuite, la naissance de mon fils en a été un second, parce que là aussi, ce processus a été compliqué. Je ne rentre pas dans les détails, je le raconte dans Un corps à soi, et je le raconte aussi d'ailleurs dans Un si gros ventre. Mais ce qui m'a paru important à ce moment-là, c'est à quel point, en fait, l'expérience vécue de la grossesse était comme un paroxysme de la dépossession de soi que vivent les femmes dès lors qu'il est question de leur corps. C'est aussi quelque chose que j'avais vu à propos des seins, notamment auprès de femmes qui avaient subi des cancers du sein et des mastectomies, qui me racontaient comment il leur avait été difficile, par exemple, de tenir le choix qui avait été le leur, de ne pas reconstruire un sein qui avait été enlevé, et qu'elles se trouvaient face à des chirurgiens qui leur disaient qu'ils ne concevaient pas qu'elles puissent continuer de vivre en tant que femmes en n'ayant plus de sein ou qu'un seul sein. Il y avait quelque chose chez ces hommes de complètement fou et démiurgique. Ils s'imaginaient qu'eux seuls étaient en capacité de donner à ces femmes ce qui faisait d'elles qu'elles étaient des femmes, à savoir des seins. Et donc il y a quelque chose dans les expériences vécues particulières qui sont celles où un grand bouleversement est vécu, une transformation. Alors ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qu'on a décidé, comme une grossesse, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas décidé et que l'on subit, comme une agression par exemple. C'est ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où, dans la vie des femmes, un processus corporel, un bouleversement de leur corps vient modifier non seulement la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes, mais évidemment la représentation d'elles aux yeux de la société, et vient transformer aussi de façon définitive la façon dont elles sont perçues, c'est-à-dire que dès lors que l'on est enceinte et que l'on devient mère, aux yeux de la société, on ne peut être que ça. Et ça transforme aussi, évidemment, avec un certain nombre de discriminations, assez profondément nos existences sociales, professionnelles et évidemment intimes. À l'image des travaux d'Iris Marion-Young, les vôtres sont aussi imprégnés d'une dimension autobiographique, du récit que vous faites de vos propres expériences.
Mais vous êtes aussi attaché à rendre compte le plus possible de la diversité des expériences vécues. Et cela passe par exemple par le recueillement de témoignages. Mais à la fin de l'introduction d'Ainsi Gros Ventre, un point a retenu mon attention. Vous exposez les conditions de votre enquête, ainsi que les difficultés rencontrées, et notamment celles liées à la réticence des femmes issues des catégories populaires de vous parler de leur grossesse. Et je voulais savoir est-ce que c'est l'une des limites possibles d'une enquête phénoménologique dont le propre est d'être situé et incarné. Bien sûr, c'est une dimension épistémologique qui est cruciale parce qu'évidemment, chaque expérience vécue, typique comme la grossesse, est éminemment différente selon qu'elle est vécue par une femme blanche ou une femme racisée, une femme des catégories populaires ou une femme des milieux, des classes sociales supérieures, une femme en situation de validité ou de handicap, etc., etc. Je m'efforce, dans la mesure du possible, toujours de mobiliser les analyses au prisme de l'intersectionnalité. Donc, je mobilise les ouvrages et les propositions théoriques d'autres théoriciennes féministes qui ont pensé ces questions. Je donne un exemple qui est celui de la sexualisation de nos corps, qui est très différente dans la façon même dont elle est pensée, selon qu'on est une femme blanche ou une femme noire, par exemple. C'est la philosophe états-unienne Patricia Hill Collins qui a travaillé cette question de la façon dont on sexualise spécifiquement les femmes noires au prisme du sauvage, de l'animalité, qui est très différente de la façon dont on sexualise par exemple des femmes d'origine asiatique, qui elles sont sexualisées comme des objets disponibles, soumis et inférieurs, etc., etc. On s'aperçoit en réalité que la perspective intersectionnelle, elle ouvre le champ de la réflexion et elle nous oblige aussi à garder ce souci permanent de l'ouverture, de l'exploration de ces sujets. Et donc, effectivement, pour la grossesse, comme je faisais un terrain à la maternité de l'hôpital Bichat, sur la base du volontariat, au bout d'une dizaine d'entretiens, je me suis rendu compte que toutes les femmes qui avaient accepté de me livrer, non pas leurs témoignages, mais j'appelle ça plutôt des récits de vie, eh bien, étaient toutes des femmes qui avaient à peu près le même profil socio-économique, des femmes blanches, dans leur trentaine, voilà, de milieux plutôt favorisés. Et c'est évidemment, ça m'est apparu comme un problème. Par ailleurs, il me manquait des femmes en couple lesbien, des femmes seules, et puis des personnes LGBTQI également. Et donc, j'ai prolongé l'enquête en sortant de ce cadre d'origine de la maternité de l'hôpital Bichat et en lançant un appel pour essayer d'ouvrir au maximum les entretiens que je menais. Alors, je suis parvenue, donc il y a 2 femmes de catégorie populaire qui ont bien voulu me répondre, mais c'est vrai que ce n'est pas représentatif de leur poids statistique dans la société, mais au moins qu'elles soient entendues. Et puis, je dis aussi dans le livre, parce que je mets ma casquette de professeur de sciences politiques, c'est-à-dire que Bourdieu l'a bien montré, il y a un problème d'autocensure, de la façon dont certaines catégories de population ne s'autorisent pas, ne se sentent pas légitimes à parler d'elles-mêmes ou à donner leur avis sur un sujet. Et à l'hôpital Bichat, en l'occurrence, moi, je suis allée voir les assistantes sociales de la maternité et je leur ai demandé d'essayer de me mettre en contact avec des personnes qu'elles suivaient, qui étaient donc en situation de grande précarité. Et j'ai pu faire un entretien avec l'une d'entre elles notamment. Donc, il faut réfléchir et trouver en fait les petits chemins par lesquels on peut venir à la rencontre de ces personnes. Et parmi les récits de vie que vous avez recueillis justement dans votre ouvrage, on trouve aussi celui d'Ali, qui est le premier homme trans reconnu homme à l'état civil qui est tombé enceint et qui a accouché, en l'occurrence à la maternité des Lilas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et surtout de ce que cette rencontre a apporté à votre enquête justement sur la grossesse et ses liens peut-être avec la question du féminin dont on parlait tout à l'heure ? Dès les origines du projet, j'avais la volonté d'aller recueillir des récits de personnes LGBTQI. Donc, j'ai rencontré des lesbiennes, mais il me semblait important aussi de travailler dans une perspective de débinarisation et comme la chose existe, à savoir des grossesses menées par des hommes trans, j'ai pu m'entretenir avec Ali, donc en effet le premier homme trans à avoir porté un enfant qui a été reconnu père de cet enfant à l'état civil. Et c'est particulièrement important pour moi parce que je suis convaincue que si le socle du patriarcat, c'est l'enfermement des femmes dans leurs fonctions sexuelles et maternelles, et donc aussi dans l'hétéroconjugalité et l'hétéronormativité, eh bien les propositions pour venir ouvrir et voire détruire ce cadre très traditionnelle de la famille, donc toutes les propositions qui émanent de personnes LGBTQI, eh bien, ce sont celles qui sont le plus à même de réinventer dans une perspective émancipatrice l'institution familiale. Et justement pour cesser de faire en sorte qu'elle soit une institution. Dans la grossesse vécue par Ali, ce qui est très intéressant, c'est que on peut la penser et la parler comme une expérience vécue du corps enceint, point. Sans genrer ce corps, et sans genrer d'ailleurs non plus au passage l'enfant porté, parce que ce souci du dégenrage, il doit aussi, selon moi, s'appliquer
à l'enfant à naître. Et donc, ce que m'a permis de penser la grossesse d'Ali et plus largement les grossesses queer. Par exemple, il y a la sociologue Gabrielle Richard dans Faire famille autrement qui a mené des entretiens auprès de personnes non binaires ou d'hommes trans aussi qui ont porté des projets de grossesse. Et ce que ça permet de penser, c'est la deuxième grande séparation après la séparation des années 70 grâce aux droits reproductifs, séparation entre sexualité et maternité, qui a été aussi une grande libération pour les femmes, leur permettre de pouvoir imaginer vivre une sexualité libérée de l'angoisse de la grossesse ou l'angoisse de tomber enceinte quand on ne le souhaitait pas. Ce que permettent de penser les grossesses queer et les familles queer, c'est la disjonction entre féminin, féminité et parentalité. Et aussi entre biologie et parentalité. Parce que dans ces grossesses queer, donc il y a la grossesse d'Ali, mais il peut y avoir des grossesses qui sont menées à leur terme avec des gamètes qui ne sont pas les gamètes des futurs parents. Donc il y a une disjonction totale entre la biologie et la parentalité. Et ça, pour moi, c'est crucial parce que c'est cette perspective-là de famille où la parentalité n'est ni plus biologique, ni plus, disons, féminine, d'une certaine façon, qui sont le lieu de la réinvention, j'allais dire, de notre monde, puisqu'en réinventant la famille, c'est vraiment la société patriarcale tout entière que l'on tente de réinventer. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Vous écrivez en queerant la grossesse. Donc, queerer, on pourrait peut-être dire en dégenrant la grossesse. Oui, dégenrer. Mais j'aime bien queerer. Alors, gardons queerer. En queerant la grossesse, non seulement on reconnaît la possibilité et la légitimité des gestations vécues par des hommes, mais on délivre aussi les femmes des injonctions qui pèsent sur elles depuis toujours, à commencer par celle qui les enjoint à attendre un enfant. C'est là où queerer la grossesse, j'ai l'impression qu'on voit bien que c'est une des conditions d'une émancipation plus générale, notamment par une redistribution de la charge reproductive qui porte et attend l'enfant, mais aussi, vous l'avez déjà un peu dit, sur comment est-ce qu'on repense une famille avec une redistribution des tâches, notamment domestiques. Oui, parce que en effet, si on sépare et si on arrive à penser justement la séparation du féminin et de la parentalité, on peut penser aussi la légitimité de vies féminines qui ne sont pas des vies maternelles, c'est-à-dire la légitimité du non-désir d'enfant, et on peut penser aussi la légitimité de contextes familiaux qui s'émancipent complètement et qui font même exploser le cadre hétéronormatif pour imaginer des configurations familiales tout à fait nouvelles, qui vont même au-delà de la configuration couple avec enfant. Donc par exemple, la légitimité aussi des grossesses en solo. J'étais très étonnée dans mon enquête quand j'ai lancé l'appel pour élargir en fait le cadre sociologique de l'enquête. J'ai été submergée littéralement de demandes de femmes qui menaient à bien des projets de grossesse en solo. Elles s'appellent parfois même des mamans sola, grâce à la procréation médicalement assistée. J'ai même dû refuser parce que là, pour le coup, statistiquement, à un moment, j'en avais presque trop par rapport à leur poids effectif dans la société. Donc, on le voit, c'est l'occasion et la possibilité vraiment de libérer cette question de la génération, de comment nous choisissons ou pas d'ailleurs de renouveler nos sociétés en faisant des enfants, c'est-à-dire en acceptant et en légitimant le non-désir d'enfant, en acceptant et en légitimant des formes de famille inédites, couples, seuls, voire des familles qui articulent plusieurs personnes, 3 ou 4, enfin voilà. Là, il y a quelque chose de crucial et j'ajouterais pour terminer sur ce point que c'est pas du tout un hasard si aux États-Unis en ce moment, les premières mesures prises par l'administration Trump visent spécifiquement les personnes trans et plus largement les personnes LGBTQI et les droits des femmes sur la question notamment des droits reproductifs. Parce que je crois que plus ou moins consciemment, ces personnes, ces programmes conservateurs qui malheureusement se répandent un peu partout aujourd'hui dans le monde, y compris en France, ont très bien compris que si on touche à la famille traditionnelle, si on touche au cadre hétéronormatif des sociétés patriarcales, c'est tout l'édifice qui tremble. Et donc, ces propositions et ces droits des personnes LGBTQI, eh bien, c'est le début d'une dépatriarcalisation de nos sociétés. Et c'est pour ça que dès qu'elles en ont l'occasion, les personnes qui refusent ce programme et cette perspective d'émancipation, eh bien, s'en prennent à ces personnes et à ces droits, parce qu'elles savent bien que si elles ne le font pas, il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation assez irréversible de nos sociétés. Eh bien, merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry. De vous, on peut lire l'ouvrage collectif dont vous avez assuré la direction Théorie féministe, publié en septembre 2025 aux éditions du Seuil. On peut une nouvelle fois citer également Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, disponible aux éditions Stock depuis 2023 et récemment réédité en format poche aux éditions Point. Pour une bibliographie plus détaillée des travaux de Camille Froide-Vaumétry, nous vous invitons à consulter la description de cet épisode. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse, que nous remercions. Le générique de notre podcast est une version instrumentale de la chanson Matcha Queen de Yoa, que nous remercions aussi. Et enfin, merci à Shaima Giboire et Armance Bourquin, avec qui nous produisons ce podcast. Et à bientôt sur La Brèche pour un prochain épisode.